Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir ce soir. Je voulais juste vous dire que ça fait un an maintenant que nos enfants sont devenus des experts en gel hydroalcoolique, en masque et en mesures de distanciation et qui vivent au fil de l'actualité comme nous, qui parlent de lits de réanimation, de virus et de mort. Donc, s'ils ont eu la grande chance à l'école alsacienne de pouvoir bénéficier d'un enseignement à 100% en présentiel depuis septembre, ce qui est formidable pour eux, même au niveau psychologique, pas uniquement pédagogique, c'est quand même très, très difficile pour eux. Et comme souvent dans les webinaires de l'APEA, c'est en discutant avec un parent d'élève qu'on a eu cette idée. Donc, je voulais remercier d'abord Laurence Delanoë d'avoir eu l'idée de ce webinaire et de nous avoir mis en contact avec Guillaume Erner. Guillaume Erner, qui est journaliste, sociologue, producteur des Matins de France Culture, qui lui nous a proposé d'interviewer le docteur Serge Effez, que vous connaissez certainement, psychiatre, psychanalyste, qui travaille aussi à l'hôpital Pitié. Voilà, c'est ça, je voulais faire un test, je vais relancer. Je les remercie vivement. Avant de commencer, je voulais juste vous demander de couper le micro si vous n'en avez pas. Je vais lancer. De mettre des questions dans le chat si vous en avez dans la deuxième partie de ce webinaire et vous dire que ça sera enregistré et mis sur le site de l'école alsacienne. Donc, merci beaucoup. Il est 18h30, donc je donne la parole à Guillaume. Merci. Merci Micheline, mais merci tout d'abord beaucoup à Serge Effez d'avoir accepté cette invitation. Et donc, immédiatement, Serge, je vais te demander de nous donner ton sentiment à la fois donc, sur la manière dont les enfants et les adolescents ont vécu cette période, peut-être faire une distinction en fonction des âges et en fonction de ce que tu as pu observer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, bien évidemment, tous les enfants ne sont pas pareils, tous les enfants ne réagissent pas de la même façon, tous les enfants n'ont pas vécu cette expérience de la même façon. Certains l'ont vécu très mal et d'autres l'ont vécu très bien, comme c'est un peu une lapalissade de répondre cela. Mais voilà, il n'en demeure pas moins que tous les enfants ont traversé une expérience nouvelle, commune, originale, tout ce que une expérience que j'ai envie quand même de qualifier de traumatique. Excuse-moi, Serge, il y a un son très désagréable. Je pense qu'il faut couper les micros. Il faut vraiment que tous les micros soient coupés pour que ça soit audible. Voilà. Si, je pense que tu peux recommencer. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, ça va? C'est meilleur. Oui, donc je disais que tous les enfants ont traversé un traumatisme qui est non seulement un traumatisme national, mais un traumatisme même mondial, planétaire. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de ce premier traumatisme, enfin du début de ce traumatisme, que je daterai au moment où le président de la République nous a déclaré que nous étions en guerre. Et qu'effectivement, des guerres, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas connu. Bien évidemment, ni notre génération à nous, et encore moins, bien évidemment, la génération de nos enfants. Donc, il a fallu se remettre dans un état d'esprit qui est un état d'esprit qui n'avait plus cours depuis longtemps, qui est celui que pourtant toutes les générations dans le monde ont connu depuis la nuit des temps, qui est celui des guerres et des épidémies. C'est ce qui infiltre très fortement l'imaginaire collectif. Je crois qu'il y a effectivement une date anniversaire dans laquelle on est aujourd'hui, qui est cette déclaration de guerre qui a été suivie extrêmement rapidement du premier confinement et de la privation de liberté et de ce bouleversement total de nos existences, pour nous comme pour nos enfants, que cela a constitué de ne plus pouvoir, d'être séquestrés chez nous, de ne plus pouvoir sortir dans la rue, que les familles se retrouvent ensemble, confrontées à une vie quotidienne totalement différente de la vie habituelle, avec pour la plupart des parents à la maison,
pour beaucoup en télétravail, et des enfants à la maison, eux-mêmes en télétravail, dans une proximité familiale auquel ils n'avaient jamais été confrontés en dehors des périodes de vacances qui, comme on peut les qualifier, ce sont des vacances, donc c'est autre chose que la période habituelle. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas réagi de la même façon à cela. Je crois que cette expérience a été très profitable et très bénéfique pour un certain nombre, comme pour un certain nombre d'entre nous. Le fait de resserrer des liens conjugaux, de resserrer les liens familiaux, de prendre du temps avec les enfants, d'inventer une nouvelle façon d'être ensemble, de faire des jeux de société, de se parler différemment, de trouver une temporalité différente de la temporalité habituelle. Ça a resserré beaucoup de liens, ça a fait revenir parfois à la maison des jeunes adultes, des enfants jeunes adultes qui étaient partis, qui sont revenus pour des commodités d'hébergement ou pour des problèmes financiers. Ça, je dirais que c'est l'aspect positif, mais un aspect positif qui a été vécu dans ce que j'en ai entendu par beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes. Par contre, pour d'autres, ça a été, je dirais que seul le versant traumatique a été actif et que tout ce qui a permis de réparer le traumatisme chez les autres, justement, en termes de liens familiaux, en termes de liens affectifs, en termes de nouvelles inventions du quotidien, de nouvelles façons d'être au monde aussi, parfois, pour les parents, eh bien là, ça n'a pas fonctionné comme cela et que seule l'expérience traumatique a été en avant. Et pour un certain nombre d'enfants, ça a été un accélérateur de problèmes, de symptômes, de conflictualité qui étaient déjà présents. Je pense notamment à tout ce qu'on a vu en termes de symptomatologie phobique ou de rituels obsessionnels chez des enfants qui ont développé des véritables états de panique par rapport à l'épidémie, donc qu'on voyait se laver les mains 18 fois par jour, qui avait une terreur de la contamination, une terreur plus d'ailleurs de la contamination de leurs parents ou de leur entourage, mais parfois aussi de leur propre contamination, des enfants qui, au premier confinement, ont développé une véritable phobie scolaire, qu'il a été impossible quasiment de remettre à l'école, qui ont développé un syndrome de la cabane, dans lequel ils s'étaient calfeutrés chez eux, dans un véritable cocon, et qu'il a été par la suite très difficile pour qui il a été très difficile de remettre les pieds à l'étrier pour retourner à l'école. Je pense à des jeunes qui ont développé des véritables addictions aux écrans, parce que sans doute ils n'étaient pas dans un milieu familial qui pouvait offrir d'autres alternatives à ce moment-là, des parents qui travaillent trop, ou qui sont à l'extérieur, etc. Et donc, des addictions aux écrans extrêmement complexes chez un certain nombre d'entre eux. On a vu, évidemment, et on le sait, une violence familiale qui s'est beaucoup exprimée à l'occasion du confinement, une violence conjugale, qui n'est pas forcément une violence physique, mais en tout cas beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, etc. Et dont évidemment, par rapport à laquelle les enfants ont trinqué plus que d'autres, de voir des parents qui se disputent toute la journée, qui menacent de séparation, un énervement qui va grandissant vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc tout ça a créé chez un certain nombre d'entre eux beaucoup de tensions. Et puis il y a eu la sortie du premier confinement qui a été vraiment comme un armistice, comme la libération, j'imagine, puisque pour continuer cette métaphore de guerre, et l'été qui arrivait, les vacances, etc. Et il y a un merveilleux déni collectif qui s'est installé. Encore une fois, dans ce que j'ai vu moi de ma clinique, il y a ces quelques enfants
qui avaient développé ces symptômes ou qui ont eu du mal à retourner à l'école. Mais enfin, c'est loin d'être les plus nombreux. Les plus nombreux, ils ont repris le chemin de l'école pour les quelques jours qui leur restaient et surtout celui des vacances, avec l'idée que tout ça allait être effacé à la rentrée, ce qui, comme vous le savez, n'a absolument pas été le cas. Et il y a eu un deuxième traumatisme, beaucoup plus déflagrateur que le premier, qui est venu tous un peu nous emporter. C'est comme si ce moment où on mettait la tête hors de l'eau, et bien on recevait à nouveau un coup sur la tête alors qu'on n'était pas tout à fait remis de ce premier traumatisme. Et là, les choses ont été beaucoup plus rudes. Beaucoup plus rudes parce qu'il n'y avait plus de temporalité. Cette temporalité de l'été avait disparu. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on s'enfonçait dans le noir, dans l'hiver, dans l'incertitude, dans un tunnel sans fin dans lequel on ne voyait plus de sortie. Et que là, eh bien, quelque chose s'est beaucoup plus installé autour de ces difficultés des enfants et des adolescents. Et ça, on a commencé à le voir, et il a commencé à y avoir un peu de données autour de tout ça. On a vu par exemple que l'augmentation considérable des urgences psychiatriques à l'hôpital Robert Debré, avec des tentatives de suicide chez des enfants bien supérieures à celles qui existaient auparavant. On a vu des prises de médicaments, de somnifères, de tranquillisants, d'antidépresseurs qui se sont aussi multipliées chez les enfants et chez les adolescents. Je ne parle même pas des adultes, mais enfin, on est là pour parler des enfants et des adolescents, à un âge où on n'a pas très envie de donner des médicaments. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont passés au rouge par rapport à ça. Olivier Véran a parlé de troisième vague psychiatrique en matière d'épidémie et on a tous été reconnaissants du fait qu'ils reconnaissent cela. Et cette vague psychiatrique de dépression, d'anxiété, d'angoisse, etc., elle a concerné tous les âges de la population. Et j'ai envie de vous dire, évidemment, quand elle emporte les parents, en termes de dépression, d'angoisse et d'anxiété, il est clair que les enfants qui sont des éponges émotionnelles, eh bien, ils absorbent très largement cette angoisse et cette anxiété des parents. Donc là... Alors justement, Serge, si il était possible de voir les conséquences que cela, parce que quand tu parles du premier confinement, c'est a priori un resserrement des liens alors sur fond d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les cellules familiales? Dans les cellules familiales, enfin, bon, encore une fois, elles sont pas toutes pareilles. Les parents font du mieux qu'ils peuvent, mais on est dans une atmosphère qui est extrêmement anxiogène, une atmosphère dans laquelle il est très, très difficile de se projeter. Et donc, ça délite des liens familiaux qui avaient plutôt eu tendance à se resserrer. Alors, encore une fois, je ne parle pas de toutes les familles, bien évidemment. Je parle des familles dans lesquelles des problèmes ont commencé à apparaître. Moi, c'est ces familles-là que je vois. A priori, à mes consultations, je ne vois pas les familles qui vont bien, ni les adolescents qui vont bien. Mais on a vu quand même une montée de demandes de consultation absolument vertigineuse qui s'est adressée à tout le dispositif spécialisé pour des manifestations d'angoisse, d'anxiété, de phobie, de crise de colère, de violence plastique chez des enfants et des adolescents, beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir auparavant. À cet égard, ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de violence chez les adolescents, que ce soit malheureusement cette dramatique histoire de harcèlement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais aussi de violence chez de plus en plus d'adolescents, moi je ne peux pas ne pas la relier à ce climat d'angoisse que nous partageons tous, bien évidemment, et de violence systémique dans laquelle on est plongé. Alors, on le sait depuis toujours, les épidémies, ça Girard l'avait bien montré, c'est propice à la violence indifférenciée, à la désignation de boucs émissaires.
On connaît ça depuis la peste bubonique au Moyen-Âge, mais on est plongé à nouveau quand même dans ce type de mécanisme, hein, de contagion, de violence et d'angoisse collective. Et je crois qu'on en voit là apparaître de plus en plus des symptômes chez des adolescents, bon, sans doute qu'il y avait déjà un certain nombre de problèmes et de perturbations au départ, mais enfin, chez qui les choses sont exacerbées aujourd'hui. Et alors, le fait de voir, parce qu'il y a une question qui est posée à ce sujet, le fait de voir ses parents avoir peur, peut-être la société tout entière avoir peur, qu'est-ce que ça provoque chez les enfants, Serge? Eh bien, voilà. Évidemment, quand les parents ont peur, c'est difficile. Alors, soit les enfants se parentifient dans le meilleur des cas, et c'est eux qui sont pour tâche de détourner les parents de leur peur, de leur angoisse, de leur dépression, etc., en essayant de calmer les choses et de devenir les thérapeutes de leurs parents, ce qu'on voit, et ce qu'on voit chez des enfants qui ne vont pas trop mal, mais dans la plupart des cas, ils sont eux-mêmes engloutis par cette peur et cette angoisse, et donc ils vont développer soit ça va se retourner contre eux et on voit une augmentation, encore une fois, des scarifications, des addictions aux écrans, des tentatives de suicide, etc. Soit ça va se retourner contre les autres sous forme de violence, sous forme de harcèlement, qui sont aussi des mécanismes auxquels on assiste beaucoup. Lorsqu'on assiste justement à cette crainte et à cette angoisse qui monte chez les enfants, qu'est-ce que l'on peut dire, puisque donc, malheureusement, on voit bien que nous ne sommes pas sortis de cette période, qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'adopter comme attitude, ou quels sont les mots à utiliser pour éviter aux enfants d'absorber cette angoisse? Autant que faire se peut, il s'agit pour nous de calmer les enfants, de les rassurer, de leur donner le plus possible de nouvelles positives par rapport à l'ensemble des nouvelles négatives qui arrivent. Mais on voit bien qu'on est pris dans des montagnes russes en permanence. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que chaque fois qu'on sort la tête de l'eau, elle y replonge. Là, on parlait au début de tout ce qui se joue autour de la vaccination aujourd'hui, de ce vaccin AstraZeneca qui était quand même présenté comme le sauveur et la petite lumière au bout du tunnel qui allait nous permettre de sortir très rapidement, enfin assez rapidement de l'épidémie. Et là, on voit qu'il y a des problèmes, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, maintenant il y a des problèmes de confiance par rapport à ce vaccin, les pompiers ne veulent plus se vacciner, le personnel soignant non plus. Enfin bon, bref, il y a une cacophonie à l'heure actuelle qui rejoint d'autres cacophonies qu'il y a eu à d'autres moments, autour des masques, est-ce qu'il faut les porter, pas les porter, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas, autour de est-ce qu'on confine, est-ce qu'on ne confine pas, on va confiner, non, on ne confine pas, on fait simplement un couvre-feu, on fera un confinement du week-end. On est pris au jour le jour dans un certain nombre, dans l'immédiateté des annonces et des conséquences que ça va avoir, et donc encore une fois, c'est très difficile pour les parents de garder la sérénité qui va leur permettre de contenir l'angoisse et l'inquiétude de leurs enfants. Mais il s'agit bien évidemment de continuer autant que faire se peut à faire cela. Je crois que même s'il y a un certain nombre de couacs à l'heure actuelle et de cacophonie autour de tout ça, on peut raisonnablement les rassurer sur quand même une sortie à moyen terme de cette histoire grâce à la vaccination. Ça ne paraît pas totalement déplacé d'essayer de rassurer les enfants avec ça. Est-ce qu'il faut leur mentir au besoin? Parce que j'imagine qu'il y a une distinction à faire en fonction de l'âge de ces enfants. Est-ce que tu penses qu'il est bon, je ne sais pas, de cacher une partie de la vérité, la totalité, aux plus jeunes, aux moins jeunes? Comment dirais-tu les choses? Je dirais qu'on ne peut pas cacher la vérité aux enfants aujourd'hui parce qu'ils sont informés de tous les côtés. Et que de toute façon, ils entendent, même si ce n'est pas eux qui l'écoutent, ils entendent la radio, ils entendent les informations à la télé, et même s'ils ne les entendent pas chez eux, eh ben, ils vont l'entendre dès qu'ils vont mettre les pieds à l'école, où tous les enfants ne parlent que de ça et se répètent en boucle
un certain nombre d'informations et de désinformations aussi, en même temps, dans lesquelles circulent les théories du complot les plus extravagantes qu'on peut imaginer autour de cette épidémie. Donc, il s'agit bien évidemment de leur dire la vérité, mais la question pour les parents aujourd'hui, c'est quelle vérité? C'est-à-dire, quelle est la description de la réalité dans laquelle nous sommes plongés à l'heure actuelle et à laquelle eux-mêmes adhèrent. Pour moi, le plus important, c'est de parler juste aux enfants. Ce n'est pas de parler vrai, c'est de parler juste. C'est-à-dire de s'accorder avec eux par rapport à ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent et de pouvoir un peu comme des instruments dans un orchestre qui s'accordent, hein, qui ne jouent pas la même musique, ce n'est pas les mêmes instruments, mais s'accorder, ça veut dire qu'on sent que ce qui est la musique qui en sort, l'harmonie qui en sort, sonne juste. Et ça, c'est ce que les enfants perçoivent le plus chez leurs parents, c'est ce qui sonne juste et ce qui sonne faux. Et donc, je crois que les parents doivent ajuster leur vision des choses à celle des enfants. Tant mieux, et c'est souhaitable, si les parents sont dans une vision pas trop angoissée, pas trop catastrophiste de ce qui est en train de se jouer, parce que ça leur permet d'ajuster un discours qui soit rassurant, sécurisant pour les enfants. Alors, quand tu es dans une société comme cela qui est extrêmement hostile au risque, puisque tu parlais par exemple du vaccin et de son retrait, mais il y aurait une multitude d'autres exemples. Si tu fais des parallèles, puisque des enfants qui ont vécu des traumas, tu as travaillé là-dessus, Serge, mais alors là, évidemment, des périodes véritablement traumatiques, des enfants qui ont traversé des guerres, voire des génocides. Justement, quand tu transposes ça par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que tu peux avoir d'une part comme conclusion, et puis aussi qu'est-ce que ça fait finalement de vivre dans une société qui est assez protectrice et qui à un moment connaît un épisode complètement inédit comme celui-ci, qui est très différent par exemple de la situation que tu avais observée au Rwanda. Oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça qu'il s'agit de mettre cette histoire en perspective avec d'autres moments de notre histoire, de l'histoire de nos civilisations et d'autres situations qui sont vécues dans d'autres pays qui sont beaucoup plus dramatiques. Et c'est surtout un moment, me semble-t-il, pour parler avec les enfants de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, pour parler des valeurs qui sont les nôtres et qui sont peut-être revisitées par cette épidémie. Je crois qu'on vivait, nous et avec eux, dans une insouciance un peu insolente, dans une bonne santé, une prospérité. Bon, tout ça commençait à être un petit peu ébranlé ces derniers temps, mais enfin pas encore trop. Un essor permanent du bien-être dans nos sociétés, des valeurs de l'individu, etc. Certaine toute-puissance de l'individu, un certain individu un peu Prométhée, hein, qui s'auto-engendre, qui se crée lui-même, enfin, qui choisissent totalement son destin sans entrave, etc., etc. Et que je pense qu'on a beaucoup élevé nos enfants dans cet essor-là, c'est-à-dire choisis-toi, choisis ton destin, choisis tes activités, choisis ce que tu aimes, choisis ce que tu seras plus tard, choisis tes propres valeurs, etc. Donc il y a quelque chose de cela qui, à la faveur d'une épidémie, est très largement ébranlé, parce que ça amène à revisiter le lien social et ça amène à revisiter les projections dans le futur, qui sont beaucoup plus incertaines. Là, on est encore dans une épidémie relative, mais on ne peut pas ne pas penser que peut-être que le prochain virus va être comme celui de la grippe espagnole au début du siècle dernier, qui a décimé un tiers de la population européenne. C'est-à-dire qu'on est là dans d'autres proportions, bien évidemment. On ne peut pas, se dire que les valeurs qui ont été mises en avant
à la faveur de cette épidémie, c'est quelque chose sur lequel on peut penser, réfléchir, et nous, avec nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours de cette épidémie, un véritable retournement des valeurs. Ce qui a été mis en avant, c'est la question du care, c'est la question du soin, c'est la question de s'occuper des autres, c'est la question de pouvoir se reposer sur un lien social suffisamment fort que non seulement on va préserver notre santé, mais qu'on va préserver celle des autres. Et c'est ça qui a été demandé aux enfants principalement. Les enfants, ils ont bien compris qu'eux-mêmes ne couraient pas beaucoup de risques par rapport à cette épidémie, mais que si on leur demandait tous ces efforts, ne pas aller à l'école, ne pas aller en cours, renoncer à toutes leurs activités, renoncer au sport, renoncer aux retrouvailles entre copains, etc., ben, c'était au nom d'une préservation de la société et notamment des plus âgés à l'intérieur de la société. Donc, cette force du lien social par rapport aux besoins personnels, aux besoins individuels, aux besoins plus égoïstes, elle a été largement mise en avant. Il me semble que c'est une très bonne occasion de partager avec les enfants quelque chose de l'importance de ce lien social, l'importance du care, l'importance du soin. Applaudir les soignants tous les soirs à 8 heures sur son balcon, c'est non seulement mettre en avant le fait que le soin, la santé, le bien-être sont des valeurs beaucoup plus importantes que l'ensemble des biens matériels et économiques, mais que aussi le fait d'être tous ensemble au même moment, en train d'applaudir tous ensemble, c'est du lien social, c'est de l'effervescence sociale, c'est quelque chose qui nous tient tous ensemble en tant que société, et, pour ne pas dire en tant que nation. Et donc, tout ça, c'est, me semble-t-il, voilà, un bon moment d'échange avec les enfants sur tout ça. Et lorsque l'on voit, parce que j'imagine que ça fait partie des problèmes, lorsqu'un enfant voit que ses parents finalement ne sont pas omnipotents, qu'il y a un certain nombre de dangers, de périls qui sont trop sournois pour que les parents les préviennent, qu'est-ce que ça crée comme conditions psychiques ensuite chez l'enfant, Serge? Eh ben, c'est la prise de conscience que les parents ne sont pas tout-puissants et qu'ils ne le sont pas, et que les parents sont soumis à un ordre des choses qui est un ordre qui les dépasse. Ce qui est un truisme, je dirais, dans les sociétés traditionnelles, où tout le monde est soumis à cet ordre supérieur, divin, etc. Et ce qui est moins évident dans les sociétés laïques, dans lesquelles, encore une fois, chacun est tout-puissant, à commencer par les parents pour un enfant. Alors, il s'agit bien là, justement, d'être tous ramenés à cette impuissance relative, mais montrer que cette impuissance, elle est constitutive à notre nature humaine, à notre être humain. Déjà, on va sans doute avoir à se coltiner, une fois qu'on sera sorti de cette épidémie, et je le souhaite, une autre problématique qui est la problématique écologique. Et je pense que ça a été peut-être un premier un premier signal qu'il fallait commencer à s'inquiéter réellement de cela, puisqu'il semble quand même que les deux événements sont un petit peu liés. Donc, on a à se soumettre à quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas forcément de nature divine, encore une fois, mais qui, en tout cas, fait qu'on est tous soumis à cela. Et comme on est tous soumis à notre mortalité, à notre être mortel. Encore une fois, ce n'est pas catastrophique pour les enfants que leurs parents perdent leur toute-puissance si les parents reconnaissent leur degré de soumission à cela, ce qui ne les empêche pas d'être des parents et ce qui n'empêche pas aux générations de continuer à se déployer, bien évidemment. Bon, alors, ça, donc, c'est pour les petits-enfants. Pour les enfants plus âgés, les adolescents, voire les jeunes adultes, la situation est tout à fait différente. On a affaire à une vie qui est une vie très éloignée de la vie idéale ou tout simplement de la vie normale de ces jeunes gens. Et là, qu'est-ce que tu observes
en matière de conséquences? Ben, c'est-à-dire que, alors, il y a les adolescents, puis il y a les jeunes, la tranche de 18-25 ans, qu'on appelle étudiants, ils sont loin d'être tous étudiants, mais enfin, en tout cas, cette tranche-là, alors ça, on le sait, cette tranche 18-25 ans, c'est sans doute celle qui a été la plus, et qui est à l'heure actuelle la plus laminée par l'épidémie sur le plan psychique, c'est-à-dire qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la possibilité de suivre normalement leurs cours, de se sentir sécurisé par rapport au fait de passer des examens, de pouvoir avoir des stages, de pouvoir avoir des petits boulots, de pouvoir avoir une vie étudiante normale où on peut se retrouver au café ou au bistrot après les cours. Et on sait à quel point le lien social entre jeunes, il est bien évidemment fondamental par rapport à leur construction psychique. Donc, tout ça a reçu un énorme coup de boutoir et que le désarroi chez ces jeunes gens, il est absolument considérable à l'heure actuelle et que l'on entend de plus en plus. Et qu'il y a vraiment un coup d'accélérateur à mettre en place pour pouvoir les aider à la fois sur le plan économique, sur le plan de leur insertion sociale et sur le plan d'un suivi minimum, j'ai envie de dire, de leur possibilité de suivre leurs études. Mais enfin, les consultations étudiantes et les témoignages qu'on a de ces jeunes gens sont quand même tout à fait effrayants à l'heure actuelle. Justement, qu'est-ce que tu observes en matière de vie, de création de liens, parce que c'est finalement en fait les vrais liens qui sont largement freinés pendant la période. Et ben, moi, le sentiment que j'ai à l'heure actuelle, c'est presque celui d'un burn-out. C'est-à-dire que les défenses sont carbonisées. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus résigné, et résigné dans le mauvais sens du terme, chez beaucoup de ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont comme hagards, hébétés. Ils ont beaucoup de mal à penser, ils ont beaucoup de mal à réfléchir, ils ont beaucoup de mal à lire, ils ont beaucoup de mal. C'est même plus la dépression, c'est un état comme ça oui, de burn-out, d'atonie. Ils me disent souvent qu'ils restent assis toute la journée sans pouvoir rien faire, qu'ils prennent un livre, qu'ils le referment, qu'ils commencent un travail, qu'ils arrêtent, qu'ils commencent à se connecter avec d'autres et puis qu'ils trouvent que ça n'a plus aucun sens et qu'ils arrêtent de le faire. Il y a vraiment une, comme une résignation, une atonie chez beaucoup de jeunes. Chez d'autres, il y a beaucoup de colère. Et encore une fois, il y a beaucoup de ressentiment. Mais comme ils ne savent pas très bien contre qui exprimer ou ressentir ce ressentiment, ça peut partir assez facilement en violence indifférenciée ou ça peut se retourner contre eux-mêmes, encore une fois. Ça peut être des prises de toxiques, ça peut être des prises d'alcool. Il y a tout ça qui apparaît. Chez les adolescents, je dirais cette tranche plus, disons, 13 14, 18, là, c'est beaucoup plus contrasté, me semble-t-il. D'abord parce qu'ils ont quand même une vie sociale à peu près normale. Ils vont en classe, même si ce n'est pas toujours extraordinaire. Ils suivent leurs cours, ils voient leurs copains. Bon, ils n'ont pas les activités qu'ils ont habituellement. Bon, à cette tranche d'âge-là, ce n'est pas une tranche d'âge où on sort beaucoup le soir, donc la question du couvre-feu est moins importante. Donc là, je dirais que chez les ados, c'est un peu comme chez les enfants, c'est-à-dire ça suit davantage ce qui se joue dans leur groupe et surtout dans leur groupe familial, c'est-à-dire la façon dont le groupe familial sert de tampon entre les difficultés extérieures et l'adolescent lui-même, un peu de protecteur par rapport à ce qui se joue dans la société et l'adolescent. Et alors, tu dis leur colère, je ne sais pas vers qui elle pourrait se porter. Elle pourrait par exemple se porter contre nous ou Oui. plus généralement contre
les vieux. Est-ce que ce sont des choses qu'on entend? Ah ben, on l'entend, oui, bien sûr. Et ça, bon, on est habitué hein, à supporter les colères adolescentes qui ne vous sont pas forcément destinées. Sauf que là, ça peut être exacerbé. Moi, je vois bien, puisque ma consultation dans le service de psychiatrie de l'enfant où je travaille, c'est une consultation familiale dans laquelle je fais de la thérapie familiale, c'est-à-dire dans laquelle je reçois des groupes familiaux hein, dans leur ensemble, les parents et les enfants réunis, et je vois bien comment les tensions. Alors effectivement, c'est des familles qui me consultaient déjà, donc c'est des familles où il y a déjà un certain nombre de problèmes. Mais enfin, je vois bien comment les tensions sont très largement exacerbées et comment le torchon brûle très vite hein, et comment très vite les conflits apparaissent et comment les symptômes des adolescents sont exacerbés, sont multipliés. Voilà, c'est des situations de tension familiale quand même extrêmement fortes. Et alors, ce qu'on a malheureusement, ce que ça a permis aussi de constater autre chose, c'est que les réponses professionnelles spécialisées vis-à-vis de ces jeunes étaient mais, très largement insuffisantes à Ça l'heure veut dire actuelle. quoi? Explique-nous. Ça veut dire que déjà avant la Covid, pour des parents inquiets pour un enfant, pour un ado qui s'adresse à un CMP ou un CMPP, un centre médico-psychologique ou un centre médico-psychopédagogique pour obtenir une consultation spécialisée à Paris, les délais d'attente étaient au mieux de 3 mois et plus généralement de 6 mois. Alors vous imaginez quand vous êtes un parent inquiet avec un ado ou un jeune, que vous n'avez pas les moyens de vous payer des psychiatres privés avec des grosses augmentations d'honoraires, comme c'est le cas à Paris, qu'on vous dise d'attendre 3 mois ou 6 mois pour que votre adolescent puisse consulter. Eh bien, avec le Covid, tout ça a explosé. C'est-à-dire que les demandes vis-à-vis des centres spécialisés ont explosé et que ces centres ne peuvent pas, à l'heure actuelle, répondre à toutes ces demandes. Alors, on s'est beaucoup inquiété et navré du fait qu'il fallait trier les malades en réanimation ou à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas assez de place. Moi, j'ai envie de vous dire que dans nos unités spécialisées, ça fait très longtemps qu'on trie les patients en essayant de nous demander lesquels on va prendre. Est-ce qu'on va prendre les moins graves parce qu'on a plus de chances de pouvoir les soigner, ou est-ce qu'on va prendre les plus graves, sachant qu'on s'engage pour des années de soins et que ça va emboliser un certain nombre de places? C'est des marchandages comme ça qu'on fait en permanence dans les centres spécialisés. Il n'y a pas du tout de réponse adaptée à ces besoins psy. Alors, on a tous signé la sonnette d'alarme, on a fait des conférences de presse à droite, à gauche. On nous entend pas, on ne sait pas très bien. On n'est pas forcément dans un moment propice pour remanier le système de soins psy, mais enfin, à mon avis, j'espère que ça va être l'occasion de le repenser et de lui donner plus de moyens. Quand est-ce qu'il faut aller justement consulter? Qu'est-ce qui doit alerter chez un jeune enfant, chez un moins jeune, Serge? Bah, quand un enfant est anxieux, angoissé, et qu'on n'arrive pas à calmer cette anxiété, cette angoisse, quand un enfant fait des cauchemars, quand un enfant se réveille la nuit, quand un enfant fait des insomnies, quand un enfant pleure beaucoup et que on n'arrive pas à soigner, à consoler pardon, sa tristesse. Euh, Quand un enfant se replie beaucoup sur lui-même, quand un enfant ne... Voilà, enfin bon, c'est un peu, c'est des signes un peu généraux, hein, mais c'est des signes quand même qui doivent alerter et qui en général alertent les parents. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont alertés par ces signes-là, ils ne savent pas très très bien comment faire et qu'ils ne savent pas très très bien à qui s'adresser. Et alors, justement, à qui s'adresser? Eh bien, voilà. il s'agit de, il s'agit de pouvoir
faire le siège des institutions, faire le siège des consultations spécialisées. Vous savez, moi, je vois des situations à l'heure actuelle. Alors là, je parle des adolescents qui pètent les plombs, qui ont des crises de violence extrêmement fortes, qui se scarifient, qui se mettent en danger, etc. Et ben, je vois à l'heure actuelle des parents faire, faire des parcours absolument ahurissants entre toutes les consultations d'urgence hospitalière qu'il peut y avoir à Paris, entre la Pitié-Salpêtrière, Robert Debré, Necker, les hôpitaux, etc., les centres d'accueil et de crise du secteur. Et c'est absolument terrible de pouvoir trouver la bonne réponse. Donc, il faut être extrêmement persévérant. On est en train, à l'heure actuelle, de faire tout ce qu'on peut pour déconventionner les consultations des psychologues, et là, ça peut vraiment décongestionner le système de soins, parce qu'il y a beaucoup de psychologues cliniciens à Paris qui consultent, qui pourraient recevoir ces enfants et ces adolescents avec beaucoup de professionnalisme, mais alors, soit les parents ont les moyens de payer les consultations, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup, et s'ils ne l'ont pas, qu'on puisse faire en sorte extrêmement rapidement que ces consultations puissent être prises en charge, soit par les assurances maladie, soit par les mutuelles, mais enfin, il faut absolument trouver quelque chose qui permet de décongestionner les réponses. Est-ce que tu penses que, donc, si on essaye de voir par rapport au trauma quelques années plus tard, comment les choses se passent, est-ce que ces épisodes, cet épisode va être oublié? Est-ce qu'il va être enfoui? Comment les choses se passent-elles? Ah, ça c'est vraiment la question que je trouve la plus embarrassante à l'heure actuelle. Parce que d'un côté, j'aurais envie de dire que quand même, on a tous vécu une expérience, on a tous vécu un traumatisme, que donc ce traumatisme, il est inscrit et que forcément, il aura des conséquences et que forcément, il va relativiser un certain nombre de choses dans l'avenir. Une autre partie de moi, peut-être un peu plus pessimiste, mais qui connaît aussi peut-être un peu plus la nature humaine, connaît les facultés extraordinaires du déni et du fait à quel point notre psychisme peut oublier très très vite les mauvaises nouvelles et peut très très vite, à quel point on peut tous repartir extrêmement rapidement, comme si rien ne s'était passé, dans, j'ai envie de dire, les mêmes écarts qui étaient les nôtres auparavant, c'est-à-dire oublier finalement tout ce que cette épidémie aura pu nous apprendre. Je pense malheureusement que c'est plutôt cette deuxième option qui va avoir lieu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet ou à d'autres sujets, mais l'une des inquiétudes justement de ta profession, Serge, c'est de voir si il y a également des conséquences neurologiques ou psychiatriques. Enfin, tu les nommeras mieux que moi du virus en tant que tel. Aujourd'hui, est-ce que tu as observé des choses? Et si tu les as observées chez des adultes, qu'est-ce que l'on sait sur la manière dont le virus touche ou pas les enfants? Bon, on sait que ceux-ci n'ont pas de symptômes. Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on a des zones d'ombre à ce sujet? Alors, je ne sais pas si on sait tout, mais en tout cas, par rapport à ça, je crois qu'on peut être très rassurant pour ce qui concerne les enfants. D'abord, le nombre d'enfants malades a été extrêmement, extrêmement petit. Des décès chez les enfants, on les compte sur les doigts d'une main. Enfin, et c'est des enfants qui avaient tous des comorbidités au départ et des fragilités qui fait qu'effectivement, ils avaient des problèmes d'insuffisance respiratoire ou cardiaque ou des choses comme ça, qui fait qu'ils ont pu être atteints de façon dramatique par le virus. Mais enfin, c'est très, 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 très peu d'enfants. Donc, je dirais que sur le plan physique, on n'a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis des enfants et des adolescents, comme on peut en avoir vis-à-vis des adultes à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, il semble qu'on voit de plus en plus de symptomatologies post-covidiennes qui sont très installées et qui durent extrêmement longtemps
et en termes de fatigue, en termes de difficultés de récupération, en termes de troubles neurologiques X ou Y. Voilà, il semblerait que la durée de vie des atteintes du virus puisse être extrêmement variable d'un adulte à l'autre et que ça peut durer longtemps. Ça veut dire pour des enfants avoir un parent installé dans une maladie chronique. Mais pour les enfants eux-mêmes, encore une fois, en termes somatiques, pour l'instant, on peut être tout à fait optimiste. Maintenant, il y a des variants. On entend de plus en plus parler de variants qui seraient beaucoup plus pathogènes chez les enfants, donc tout est possible. Et ça veut dire aussi que il y a ce climat parce que donc l'anxiété, elle est à la fois sur le plan médical, elle est aussi sociale ou économique, et j'imagine que ça ne va faire que croître. C'est malheureusement une prédiction facile à faire. Dans ces conditions, là aussi, à un moment, le risque, c'est de faire des enfants qui seront évidemment inquiétés aussi par l'avenir de leurs parents et leur avenir. Bah oui, évidemment, tout ça rentre en ligne de compte. Hein. On sait bien que en termes de difficultés économiques, on n'est qu'au début de la vague de difficultés dans laquelle on va rentrer. Hein. Beaucoup de parents sont retrouvés au chômage, beaucoup de commerces sont fermés, beaucoup d'industries ont fait faillite. Et donc, voilà, tous ces parents-là, ils vont être en difficulté dans les années qui viennent. Sur le plan strictement familial, rien n'a encore été mesuré, par exemple, en termes de séparation conjugale, si ça a été un accélérateur ou pas. En tout cas, ça n'a pas été un accélérateur de naissance, comme on aurait pu le penser. Il y a une baisse de la natalité. Et baisse de natalité, c'est toujours un signe un peu inquiétant. Parce que baisse de natalité, ça veut dire baisse d'espoir dans l'avenir pour les parents. Et pour les couples que tu reçois, puisque là aussi c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, donc, les violences à l'intérieur des couples ont augmenté, les violences contre les enfants ont augmenté. Qu'est-ce que toi tu as observé, de quoi ont parlé les couples, je veux dire en matière de problèmes Ah oui, oui, non, il y a une violence conjugale et une violence familiale qui ont été très largement en augmentation dans cette période-là. Ça aussi, il y a différents indicateurs qui le mesurent, alors ça le mesure surtout pour la violence conjugale patente, c'est-à-dire les dépôts de plaintes pour violence conjugale lorsqu'ils sont déposés dans un commissariat. Mais moi, je parlerais. Alors évidemment, ça existe, et c'est sans doute révélateur d'une autre forme de violence qui est beaucoup plus sourde, qui ne se traduit pas par des coups, mais qui se traduit par de la violence verbale, par de la colère, par de l'énervement, par des conflits permanents, et que là, je pense que beaucoup d'enfants ont été exposés à ça pendant cette période et continue à l'être, bien évidemment, avec l'intrication d'angoisse pour l'avenir, d'angoisse pour la santé, d'angoisse pour le travail, de conditions de travail à la maison, de télétravail qui sont loin d'être roses pour tous, que chacun puisse trouver sa place. En plus, on est à Paris, on est dans un endroit où les logements sont souvent très, très exigus pour les familles et pour les couples. Donc tout ça, évidemment, c'est des catalyseurs de difficultés. Catalyseurs de difficultés, ou est-ce que ça a fait office de révélateur de situations qui préexistaient avec, je ne sais pas moi, des gens qui tirent les conséquences de ce qu'ils ont vu pendant le premier confinement, le deuxième, ou pendant cette période compliquée de toute façon, quel que soit le confinement ou l'absence de confinement? C'est-à-dire pas forcément. Alors là, encore une fois, je ne généralise pas. J'ai bien dit au début que pour beaucoup même, enfin après je dis beaucoup un peu, c'est très vague parce que tout ça est difficile à mesurer, mais enfin, chacun aussi ici autour de ce Zoom a vécu sa propre expérience familiale, sa propre expérience conjugale et celle de ses frères et sœurs, de ses amis, etc. Donc chacun peut évaluer autour de lui, au fond,
ceux pour qui l'impact de tout cela a été plutôt bénéfique et plutôt une façon encore une fois, de restaurer des liens familiaux, de les recréer, de les retisser, et d'autres pour qui ça a été beaucoup plus déflagrateur. Mais enfin, en tout cas, je dirais surtout pour les couples d'aujourd'hui, peut-être davantage que ceux d'autrefois, mais enfin, les couples d'aujourd'hui sont davantage en couple sur un modèle de l'autonomie et de la liberté de chacun, bien évidemment. C'est-à-dire que les valeurs du couple, ce n'est pas d'être toujours l'un sur l'autre. Et que ce qu'on éprouve aujourd'hui, c'est qu'on aime davantage ou qu'on n'aime jamais autant que dans la séparation, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir se séparer pour se retrouver, dans le fait de pouvoir se dégager du lien pour penser au lien. Et que c'est ça qui, aussi bien finalement pour les parents que pour les enfants, ce qui fait la souplesse et la richesse du lien familial, c'est que on est à la fois ensemble et séparés, que chacun vit ses propres expériences, en général pendant la journée, et qu'on se retrouve le soir, ou qu'on se retrouve le week-end, ou qu'on se retrouve pendant les vacances. Mais c'est ces alternances qui permettent le véritable travail du lien. Lorsque on est 24 heures sur 24 les uns sur les autres, on ne peut plus travailler le lien. Donc le lien devient forcément intrusif, étouffant. On a toujours l'impression qu'on a l'autre sur la tête, qu'on a l'autre à l'intérieur de soi. Et ça, ça fait très vite surgir des sentiments un petit peu paranoïaques, hein, d'être persécuté par l'autre. Et ça, les adolescents, on sait bien à quel point ils sont sensibles à ça. Bon, je pense que maintenant, il faut qu'on ait un moment genre. Il faut que tu nous dises dans quelle mesure le genre a influé ou pas sur la manière dont les enfants ou les ados réagissent à cette période. Si cela influe. Entre les garçons et les filles, Oui. je ne sais pas si si on peut tirer des conclusions genrées par rapport aux façons de réagir à l'épidémie. Mais alors, par contre, il me semble que alors il y a plusieurs aspects par rapport au genre. D'abord, sur le plan de l'ensemble de la société, c'est quand même, encore une fois, c'est les valeurs du Caire, hein, c'est celles que Martine Aubry a brillamment défendues il y a des années et pour qu'on a traité à ce moment-là de vouloir mettre en place une politique de mémère à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que c'est les métiers féminins qui ont été les plus valorisés, les métiers, encore une fois, du soin, du care, qui sont très, très largement occupés par des femmes. Mais bon, et il n'en demeure pas moins que sur le plan familial, eh bien, ce que montrent les études, c'est que ça a plutôt été un retour en arrière par rapport à la répartition traditionnelle des charges que l'occasion de réinventer la répartition des charges au sein des familles. C'est-à-dire que la plupart des femmes se sont trouvées confrontées non plus à une double peine, mais à une triple peine. C'est-à-dire, en termes de charge mentale, la plupart témoignent à quel point ça a été difficile. C'est-à-dire que c'est sur elles qu'a incombé non seulement le fait qu'elles sont en télétravail et que donc elles doivent continuer à travailler normalement, mais toute l'organisation de la vie familiale, de l'organisation du travail des enfants, des devoirs, de la cuisine, du ménage, des courses, etc. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus incombé par rapport à ça, pas forcément pour le faire, mais en termes de responsabilité, c'est-à-dire d'être les grandes organisatrices de la vie au foyer. Et je dirais que la compétence très naturalisée des savoirs féminins sur le foyer, l'éducation des enfants, etc., a été largement exacerbée par rapport à cette épidémie. Et là, il y a eu un épuisement des femmes et des mères au foyer qui a été considérable. Ça n'a pas du tout été l'occasion de se dire ah bah tiens, on va profiter de cette épidémie pour répartir les tâches différemment. Ça a vraiment été l'inverse. Et alors, justement, est-ce que ça veut dire que finalement, cette épidémie, elle opère malheureusement un retour en arrière, puisqu'on voit qu'on est soumis à des risques qu'on croyait avoir ignorés, on voit qu'on est à nouveau dans des schémas familiaux qui sont des schémas finalement plus traditionnels? Oui,
Ah oui, oui, moi je dirais tout à fait les choses comme ça. Tout à fait les choses comme ça, c'est-à-dire que oui, oui, c'est un espèce de retour en arrière, conscient et inconscient, à comment dire, je sais pas comment dire, des schémas traditionnels, des schémas de société beaucoup plus ancrés, beaucoup plus ancestraux et beaucoup plus traditionnels, et parce que aussi beaucoup plus sous-tendus par la peur. Il y a je veux dire que la peur a toujours été présente dans nos sociétés, la peur de la maladie, la peur de la guerre, la peur du froid, la peur de la famine, etc. Et que cette peur appelle certains modes de protection. La protection du roi, la protection du seigneur, la protection du père de famille. C'est-à-dire que tout ça fait ressurgir une organisation très, très hiérarchisée, très verticale et très genrée de la société, me semble-t-il. Et que ce qu'on a oublié de ces dernières générations, c'est de vivre avec la peur. C'est-à-dire que Mais la oui, mais peur... alors, tu vois, c'est ça qui est frappant, parce que généralement, justement, en matière d'éducation, on ne sait jamais s'il faut trop couver ses enfants ou bien au contraire les laisser s'exposer aux dangers d'eux. Et on a vécu une période où même les adultes, alors c'est assez discuté, c'est polémique évidemment, mais même les adultes ont été infantilisés. Oui, Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer tout ça? oui, oui. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que au fond, la peur et la peur distillée, mais je veux dire, c'est pas distillée, mais distillée à raison de la maladie, de l'épidémie, de la contagion, c'est-à-dire qui transforme tous nos partenaires et tous nos voisins en ennemis potentiels, qui, au moment où ils nous parlent, peuvent nous transmettre un virus en même temps que leurs bonnes paroles, bah, tout ça, c'est extrêmement, ça fragilise énormément le lien social et ça fait surgir une peur systémique extrêmement forte et qui fait et que cette peur permet aussi de se soumettre comme nous nous sommes soumis et comme nous continuons à nous soumettre aux ordres qui viennent d'en haut. Et on a vu à quel point les politiques ont pris des tons extrêmement paternalistes de maîtres d'école pour s'adresser à nous, que parfois ça frisait l'insupportable, la façon dont un certain nombre de directives étaient données. Je ne crois pas que ça soit la seule façon de pouvoir s'adresser à la raison. Mais bon, en tout cas, celle-ci a beaucoup été employée. Et donc, on retrouve cette verticalité, cette hiérarchie un peu monarchique qui a été la nôtre depuis toujours et qui, au fond, a commencé à s'horizontaliser depuis pas si longtemps que ça. Bien Une question, évidemment. Pardon? une question très pratique, Serge, sur les masques. Est-ce qu'ils freinent les processus d'apprentissage, selon toi? Les masques en classe? Oui. Une question qui est posée. Oui. Ça les favorise sûrement pas. Savoir si ça les freine, je ne sais pas, c'est plus difficile de capter l'attention d'un enfant et que l'attention d'un enfant soit captée si toute la mimique du visage n'est pas engagée. On entend moins bien. Je pense qu'on entend moins bien les enfants quand ils parlent, que les enfants entendent moins bien les profs quand ils parlent. J'imagine que tout ça, c'est des petits obstacles cognitifs à la compréhension. Maintenant, on a développé d'autres capacités, c'est-à-dire qu'on a développé de plus en plus les capacités à deviner l'expression d'un visage à travers l'expression des yeux et des sourcils sans voir la bouche. On apprend à le décrypter un petit peu plus. On a peut-être développé cette compétence. Mais effectivement, le port des masques en classe, alors je ne sais pas si c'est documenté à l'heure actuelle, mais enfin, c'est sûrement pas un accélérateur. Et sur le télétravail, le fait de devoir apprendre loin de ses professeurs et donc dans une situation médiée par un écran, qu'est-ce que tu observes comme conséquence? Ben, que tous les enfants ne sont pas pareils
et que tous les enfants n'ont pas les mêmes mécanismes cognitifs. C'est-à-dire qu'il y a des enfants pour qui l'apprentissage est très fortement lié au lien affectif, c'est-à-dire qui sont davantage dans une intelligence émotionnelle, on pourrait dire, et que ce qui se joue dans la relation est extrêmement important par rapport aux apprentissages. Donc ces enfants, ils vont être beaucoup pénalisés par le fait que le rapport affectif avec le prof et avec l'ensemble de la classe qui les porte, etc., qui les soutient, ne va pas être là pour être un support à l'apprentissage. Il y a d'autres enfants qui ont une intelligence plus symbolique, disons, ou plus autistique même, on pourrait dire, et qui vont beaucoup, qui au contraire, pour qui le lien à l'autre et le lien social est davantage un frein par rapport à l'apprentissage, qui peuvent avoir peur de l'autorité ou qui peuvent avoir peur des autres dans la classe, peur du regard des autres, etc., et qui donc vont être entravés dans leurs apprentissages par le groupe et par la relation à la hiérarchie, ben, ces enfants-là, ils vont plutôt bénéficier de l'apprentissage par les écrans. Un mot de conclusion, Serge. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt optimiste sur l'avenir, parce que donc, cette pandémie va quand même avoir une fin un jour. Est-ce que la vie normale va reprendre sur le plan psychique pour les petits comme pour les grands? Franchement, je le pense. Franchement, je le pense. C'est à la fois optimiste, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, avec un petit brin de pessimisme, parce que moi, j'aimerais bien que ça soit l'occasion quand même de transformer un certain nombre de choses dans la société, que ce soit par rapport justement par rapport à l'école, par rapport aux apprentissages, par rapport à ce qui est transmis aux enfants dans le cadre de l'institution scolaire, que ça ouvre davantage l'institution scolaire aussi sur la société, sur l'ensemble de la société civile et de ce qui la traverse. Bon, je ne suis pas sûr que tout ça va réellement s'opérer. Je pense que, encore une fois, et puis si on voit toutes les crises antérieures qu'on a traversées, dont certaines ont été beaucoup plus graves, je pense qu'on va très rapidement revenir à un état antérieur, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas persister en termes de post-traumatisme plus ou moins enfoui, plus ou moins inconscient à l'intérieur d'un certain nombre d'enfants et d'adolescents, pour ne pas parler des adultes, des failles qui vont mettre un certain nombre de temps peut-être à se colmater. Et je pense que dans l'ensemble, on va plutôt repartir vers l'état antérieur. C'est mon avis. Et, en tout cas, Serge Effez, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. C'était à la fois passionnant, sympathique d'entendre tous ces commentaires. Donc, bonne soirée à tous et merci encore, Serge. Merci à vous et au plaisir. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.